Ah ouais, peloton. Allez, peloton, c'est parti. Pour ceux qui n'étaient pas là sur les 3 premières, sur les 4 premières, sur le changement de conducteur. Donc du coup, on a fait une grosse partie. Le peloton, c'est la grosse partie de l'émission, dans lequel on élit un maillot jaune, c'est le meilleur coureur. Le dossard rouge, c'est celui qui n'a pas forcément gagné, qui peut avoir gagné, hein, mais qui mérite vraiment nos applaudissements. Donc voilà, comme le dossard du plus combatif sur une étape du Tour de France. Et voiture balai, donc il se retrouve dans la voiture balai et a vraiment fait une mauvaise course, pour voilà, rappeler qu'on n'est pas que là pour envoyer des fleurs, mais aussi essayer d'analyser un peu le truc avec un esprit critique. Donc le maillot jaune, Polo, cette semaine, c'est quand même difficile de ne pas en choisir un. Je vais voir qui tu vas me dire, mais qui ça, Polo? Qui est ma jaune? Bah, on est obligé de mettre Tadej Pogacar cette semaine, comme on était obligé de le mettre la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Il y quand a on a deux parlé semaines, ouais. de Mathieu Van Der Poel qui venait de gagner de Milan-San Remo. Tadej Pogacar qui, encore une fois, gagne le monument de la semaine, qui le gagne avec la manière et qui, en plus, nous fait poser cette victoire, en tout cas, nous fait nous poser, en tout cas chez Roue Libre, pas mal de questions plutôt intéressantes. Donc, on est forcément obligé de mettre Tadej maillot jaune. On me propose David Gaudu dans le chat. Je pense que David Gaudu, on pourra peut-être le mettre la semaine prochaine, en fonction, on verra, Bon, on va pas se porter l'œil, hein. en fonction de ce qui se passe sur Paris-Roubaix aussi. Mais oui, Tadej Pogacar, le récital qu'il a fait sur les routes, sur les routes flandriennes, ce dimanche, fait de lui le maillot jaune incontestable. Je ne sais pas si Joseph, toi, tu voulais mettre quelqu'un d'autre, Ah, mais oui, moi mais aussi. c'est Ah, je mets difficile pareil. d'imaginer mettre quelqu'un d'autre là. Non, mais clairement, clairement, dans le chat aussi, je vois que vous mettez Pogacar. Alors, il y en a d'autres, hein, on peut en parler après aussi. C'est vrai que Laporte a gagné à travers la Flandre et de fort belle manière. Donc on peut le dire, mais voilà, s'il y en a un vraiment qui nous a époustouflé, c'est Tadej Pogacar. Le mec, il tape un 4e monument à 24 ans. L'art et la manière, le sourire. En fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc déjà, il y a une historique Polo. C'est voilà, être capable de faire un truc qu'en fait qu'on voyait plus depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'être un coureur qui gagne sur le Tour de France et puis derrière qui va se présenter sur le Tour des Flandres et est en capacité de gagner. Et dans les deux cas, en fait, il y a pas de fait de course, quoi. Il y va à la jambe et c'est historique et en plus c'est magnifique, quoi. Enfin, il le fait avec l'art et la manière, quoi. Non, mais c'est clair, tu as très bien répondu. Ce que fait Tadej Pogacar depuis maintenant quelques années dans le peloton est indescriptible. Tant, je pense qu'on n'a pas vu ça depuis Merckx. Et on va même attendre la suite de la carrière du Slovène. Mais à mon avis, je pense que s'il continue sur cette voie-là sur les 10 prochaines années, parce qu'on rappelle qu'il a que 24 ans, je pense qu'on peut s'attendre à des records, à voir des Ouais. records tomber. Il est encore très loin d'Eddy, on est d'accord, Baskin. Mais en tout cas, il est dans les pas, il est dans les empreintes et il continue son petit bonhomme de chemin. Moi, je suis impressionné de Tadej Pogacar, de voir que depuis le début de saison, il est au plus haut niveau mondial. Je suis aussi surpris de la manière dont il gagne parce que on l'imaginait être au niveau des meilleurs. Et quand je dis les meilleurs, je pense aussi à Wout van Aert et à Mathieu Van Der Poel qui n'ont vraiment pas démérité dans cette course. On en parlera plus tard. Mais de là à se défaire d'eux pour arriver tout seul et s'éviter un sprint, contrairement à ce qu'il avait fait quelques jours avant sur le Grand Prix E3, moi, c'était toute la question que je me posais. Et avec Robin, bon, je n'étais pas là la semaine dernière, mais avec Robin, on était plutôt d'accord et on imaginait ce scénario possible, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas envie, et je pense que maintenant plus personne le fera, de mettre des limites au potentiel et au talent de ce coureur. Quand on voit notamment son Tour des Flandres de l'an passé, on ne s'est pas dit que cette année, s'il gagnait, ce serait une surprise. Ce serait, ouais. La surprise, c'est de voir les écarts qu'il met à Mathieu Van Der Poel. Je lisais beaucoup sur les réseaux sociaux, ça parlait d'humiliation. On n'en est pas loin. Non. On n'en est pas loin. La manière, moi je pense que l'humiliation, elle n'est pas pour Van Aert et pour Van Der Poel. L'humiliation, elle est pour des coureurs qui, il y a encore 2 ans, 3 ans, étaient, 2 ans, étaient des favoris sur cette course. Je pense à des Moritz, des Kung, des Mats Pedersen, des coureurs de ce type-là, qui avaient 3 minutes d'avance à presque 60 km de l'arrivée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur un monument ce que c'est. Le groupe qu'il y avait devant avait
plus de 3 minutes d'avance à 60 km de l'arrivée. L'humiliation, elle est là. Et c'est en ça que Pogacar est extraordinaire. C'est que moi, quand je suis devant ma télé avant le passage du deuxième Quarmont, voilà, on est autour des 60 km. Je vois qu'il y a à peu près 3 minutes. Je me dis, mais à aucun moment, Pogacar, pour l'instant, a perdu le Tour des Flandres. Et ça valait pour lui à ce moment-là, et aussi pour Van Aert et Van Der Poel. Mais à ce moment-là, c'est pour dire à quel point les trois sont sur une autre planète. À aucun moment, j'ai été inquiet. C'est ça qui est incroyable. L'humiliation, elle est là. Alors après, ce qui met à Van Der Poel et à Van Aert sur le Koppenberg, puis sur le vieux Quarmont, bah voilà, là, ça, c'est des choses qui sont assez hors normes. Il n'y a Mm. rien à dire. C'est assez extraordinaire. Ouais, mais c'est ça qui est assez fou parce qu'en fait, Matt, il met un commentaire qui est très intéressant. Il dit Pogacar a joué sur ses forces vives vis-à-vis de Van Der Poel et Van Aert en mettant des grosses sacoches dans le vieux Cormont avec la longueur. C'était le meilleur endroit pour lui. En fait, c'est hyper intéressant parce que l'an dernier, quand Pogacar il arrive sur le Tour des Flandres, on est déjà surpris de le voir parmi les meilleurs. Pas de le voir en capacité de gagner, mais il avait testé dans le Paterberg. Et cette année, il arrive en se disant, bon, en fait, il a appris, il s'est adapté et il s'est dit, bon, bah, en fait, je vais foutre le feu et je vais les user à ne plus en pouvoir. Et en fait, dans chaque passage du Vieux Cormont, il a une équipe énorme, hein, Paul, ça, faut le rappeler. C'est que dans le premier passage, tu as Berg et Oliveira qui mettent un premier tempo démentiel et qui lui permettent vraiment d'user une première fois. Dans le deuxième, tu as Trentin qui est récupéré, qui là aussi l'aide. Et après, bon, lui, il fait la différence. Mais j'ai l'impression, tu vois, que déjà l'an dernier, je crois que Berg et Oliveira n'étaient pas là. Mais tu vois que ce soit son équipe et lui, il y a vraiment eu un apprentissage aussi tactique, au-delà du fait que ce soit un monstre hein, et que ce soit la jambe qui fasse la diff. Mais il y a une victoire tactique aussi, globale, et individuelle et collective, tu vois. Ah bien sûr, collective, tu fais bien de le dire, parce qu'à bout d'un moment, je pense qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, moi, franchement, euh, même avec 3 minutes, j'y croyais pas au groupe de devant. Mais le groupe de devant, s'il joue la gagne, je pense que Matteo Trentin, il a potentiellement la jambe pour jouer face à du Mats Pedersen ou du Nelson Poles, tu vois, ou ce genre de coureur. Trentin a été fantastique. Ils n'avaient même pas Tim Wellens en plus qui a chuté, mais de manière globale, cette équipe UAE a énormément bossé toute la journée. Et puis oui, comme tu as dit, Nelson Oliveira et surtout Michael Bier qui fait une course extraordinaire, le mettre sur orbite dans le vieux Quarmont. La stratégie a été bien définie, mais elle n'était pas pour le moins non risquée. Ouais, Euh, c'est vrai, c'est Faire vrai. tout péter et se Mais ça fait découvrir. partie de son truc, le Voilà, risque, non, mais quoi. bien C'est sûr, ça c'est ce qui qui est. fait la Ouais. beauté de la course qu'on a vue dimanche et c'est ce qui fait que sa victoire est presque légendaire. Parce que il ne s'est pas posé une seule fois la question de savoir comment allaient réagir ses adversaires derrière. Dès le vieux Quarmont, il met tout le monde en PLS. Le premier, c'est Van Der Poel qui est au pâquerette, où Van Aert arrive à recoller au basque, mais c'est très limite déjà. Mm. Pogacar part tout seul et Pogacar se dit à ce moment-là, et je pense que ça fait partie de des éléments qui font qu'il a pu gagner cette course, c'est que il n'a pas trop forcé non plus après le deuxième passage du vieux Quarmont, où là déjà il fait un écart avec Pidcock, avec Laporte, avec Van Aert et Van Der Poel. Il y a eu une force collective, tu l'as dit. Il y a eu une force individuelle, une immense force individuelle de la part de Pogacar et aussi beaucoup de lucidité, contrairement à peut-être ce qu'on avait pu voir sur certaines courses. Je pense à des Milan-San Remo qui lui a vu passer sous le nez. Je pense au Grand Prix 3 aussi la dernière fois, et même au Tour des Flandres de l'an passé, où on a vu que tactiquement, il n'avait pas tout bien fait. Et Mm. là, pour le coup, il a tout très bien fait sur cette course dimanche. Ouais, ouais, c'était impressionnant, franchement. Et puis, tu vois, il y a des petits trucs aussi. Ceux qui ne savent pas, j'ai vu une question dans le chat. En fait, le vieux Cormont, c'est un peu plus long, un peu moins pentu. Le Paterberg, c'est plus court, un peu plus explosif. Donc, c'est plus dur, en fait, pour lui de lâcher un Van Der Poel dans le Paterberg que dans le vieux Cormont où il va pouvoir vraiment les user. Et en fait, le vieux Cormont, il est passé une fois, deux fois, trois fois. Donc il l'a vraiment utilisé pour user. Et il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que
collectivement, que ce soit avec Trentin ou avec Birg et Oliveira, c'est que les grosses accels qu'ils mettaient, le team UAE, ils les mettaient juste avant le début des pavés. C'est-à-dire qu'en en fait, ils menaient juste avant d'arriver dans les Vieux-Cormont et ils arrivaient sur les pavés à grande vitesse. Et derrière, si tu étais mal placé comme Van Der Poel et Van Aert sur le premier passage, et ben en fait, derrière, prendre de la vitesse sur les pavés, c'est extrêmement compliqué. Et donc là aussi, c'est des petites choses où je pense que leur premier passage dans le Tour des Flandres a vraiment fait une différence. Et voilà, et donc du Mais coup, c'est bravo Pogacar. Ouais, Polo. c'est intéressant ce qu'il dit sur le fait de lâcher Mathieu Van Der Poel dans le Paterberg aussi. C'est que, pareil, dans le Koppenberg, si je dis pas de bêtises, non, je confonds avec le Kreuzberg, mais il me semble qu'au niveau, au niveau des profils, attends, je les regarde vite fait. Euh, non, c'est un peu moins dur, j'allais dire une bêtise, mais quand tu vois l'attaque de Van Der Poel qui met dans le Kreuzberg, hein, si, je confonds toujours le Kreuzberg et le Alors, Koppenberg, Van mais Der oui, Poel, il lâche Van Aert dans le Kreuzberg. oui, c'est ça, c'est dans le Kreuzberg. Ouais. Tu dis que voilà, sur des pentes, sur de la pente sèche très rapide, je suis pas sûr que Pogacar ait le jus nécessaire pour lâcher Van Der Poel. Et c'est une très belle analyse parce que c'est exactement ça. Et pour le coup, là, il a décidé d'utiliser le Quarmont qui est plus long et plus compliqué sur la durée pour mettre en difficulté Mathieu Van Der Poel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, beaucoup, l'analyse du gars qui a posté ça, elle est très intelligente. Ouais, c'est intéressant. Ouais, le chat, il régale de toute manière. Et la question, du coup, qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est capable d'aller chercher tous les monuments? Donc, on rappelle, hein, là, il vient donc de gagner le Tour des Flandres pour la première fois. Il avait déjà gagné le Tour de Lombardie 2 fois, en 2021 et en 2022. Liège-Bastogne-Liège, il l'a déjà en 2021. Alors là, je crois que c'est presque la première fois qu'il termine un monument seul, en fait. Parce que j'ai re-regardé, mais si je ne me trompe pas, le Lombardie, il le gagne devant Mas, il le termine au sprint. Depuis Mas devant et Masnada, Masnada, les deux qui ouais. gagnent, c'est devant Mas et Masnada. À Liège, Liège, il termine au sprint aussi. Il ouais, règle un gros peloton avec Alav, Godu et deux autres, dont oui, j'ai oublié les noms. peut-être du Hirschi dans le lot et tout, je me souviens plus très bien. Voilà. Et puis là, bon, là déjà, il en termine un tout seul. Donc, donc ça montre encore la perte. Mais du coup, il lui manque Milan-San Remo et il lui manque Paris-Roubaix. Alors, Polo, est-ce qu'il va être en capacité d'aller chercher les 5? Ouais, parce que la grande question, elle est là. Et moi, c'est toujours la question qu'on se pose quand on fait des débats avec Joseph et Robin. Est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il va le faire? Ouais. Je pense que c'est deux questions très très différentes. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, à 100%. Oui, à 100% parce que il l'a prouvé sur Milan-San Remo, même si on en reparlera plus tard. Gagner Milan-San Remo, c'est quand même très 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 compliqué, mais il a toutes les qualités pour le faire. Quand on voit la manière dont il le court depuis 2 ans, et quand on voit aussi sa manière de courir partout ailleurs, notamment sur des profils qui sont semblables, il n'y a pas de doute sur le fait que Pogacar a dans les jambes un Milan San Remo. La grande question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il a les capacités, lui qui fait 66 kilos, de gagner un Paris-Roubaix, alors que sur les 20-30 dernières années, il n'y a qu'un seul mec de sous 70 kilos qui l'a gagné. Euh, et moi, je suis persuadé qu'il peut le faire. Quand on voit la manière dont il grimpe le vieux Quarmont, qui est un mont pavé avec pas trop de pourcentage, la manière dont il est tanké, assis sur sa selle, carrément, il drift tellement il perd de l'adhérence, tellement il va vite sur le plat. Moi, quand je vois sa manière de monter le vieux Quarmont, je me dis que ce serait très risqué de se dire que c'est impossible pour lui de gagner Paris-Roubaix. Moi, je pense vraiment il a toutes les capacités pour le faire. Alors lui, il le dit lui-même qu'il lui manque quelques kilos, qu'il lui manque des mains costauds, parce qu'on sait que ça bouge beaucoup dans le nord, dans l'enfer du Nord. Moi, je pense que ce qui lui manque pour gagner Paris-Roubaix, c'est de l'expérience sur cette course. Il va falloir qu'il y aille. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, parce qu'il a quand même des objectifs de grand tour à accomplir. Va falloir qu'il y aille, qu'il prenne de l'expérience.
qui bouffe du pavé. Mais quand on voit ce qu'il a fait sur le Tour de France l'an dernier, ou quand on voit ce qu'il est capable de faire sur les monts pavés et les secteurs pavés des autres Flandriennes auxquelles il participe, je ne vois pas en quoi ne peut pas gagner Paris-Roubaix. Ce serait fou de dire qu'il n'est pas, même dès ce dimanche-là, s'il décidait de participer, ce n'était pas un outsider plus, quoi. Ouais. Alors sur Paris-Roubaix d'ailleurs, pour remettre, j'ai un peu regardé, là il n'a jamais participé à Paris-Roubaix chez les grands. Il l'a fait 2 fois chez les juniors, il a fait 13e et 30e. Donc c'était 2015-2016, donc même là ça commence vraiment à dater. Bon voilà, il a quand même une mini-expérience sur cette course-là, mais pas celle avec les très grands. Là il fait 66 kilos. Tadej Pogacar environ, parce que ce qui est annoncé sur PCS, ça oscille, donc on ne sait jamais vraiment. Mais on sait qu'il lui faut, en théorie, une dizaine de kilos en plus pour aller chercher Paris-Roubaix. Sur la question, quelle est la plus difficile à gagner, alors moi, je pense quand même que c'est Paris-Roubaix. Très clairement, il va falloir, comme tu dis, en fait, il va falloir de l'expérience. Je ne dis pas que c'est pas possible qu'il la gagne, mais en termes de profil, le Tour des Flandres offre un profil et des séquences, des segments sur lesquels il est le meilleur du monde. Et il peut, il est le meilleur du monde sur le Tour des Flandres, il peut lâcher des gars. D'ailleurs, truc rigolo sur ce travail, il y en a qui ont signalé son com. Alors, je ne sais plus sur quelle séquence, énorme rageux, qui ont signalé son com, qui l'ont fait sauter. Et tu as sport.fr qui a fait un truc tellement impressionnant. L'application annule la performance de Pogacar en disant que la performance n'était pas possible, pas humaine, un truc comme ça. En fait, c'est juste des mecs qui ont signalé la perf et qui étaient dégoûtés de perdre leur com. Enfin bon, voilà, parenthèse refermée. Mais donc, du coup, sur le Tour de Flandre, tu as vraiment des séquences. Sur San Remo, c'est plus difficile, mais je pense que tu en as quand même un peu plus. Tactiquement, il devra prendre le truc différemment. C'est-à-dire que là où il se fait lâcher dans le Poggio par Van Der Poel, il devra aborder la course tactiquement différemment et peut-être se dire bon, en fait, je dois aborder le Poggio avec un groupe beaucoup plus restreint, rendre la course beaucoup plus dure, comme il l'a fait sur les Flandres, tu vois. Et sur Roubaix, c'est quand même plus compliqué. Sur San Remo, 3 perfs, il fait 12, 5, 4. Donc ça veut dire qu'il est en capacité. Roubaix, c'est vraiment une inconnue, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Joseph. Je vais t'expliquer pour toi. Ne le prends pas personnellement. Je vais évidemment le prendre Pour personnellement. moi, Ça finira par une insulte. je pense que là, à l'heure actuelle, quand tu es allé Pogacar, la course la plus compliquée à gagner, c'est Milan-San Remo. Pour la simple et bonne raison que sur Paris-Roubaix, si tu es le plus fort et que tu es épargné par la malchance, c'est-à-dire les chutes, les crevaisons et tout ce qui peut s'en suivre, si tu es le plus fort sur Paris-Roubaix, tu gagnes. Et quand je vois ce qu'il fait sur le Tour des Flandres, sa manière de lâcher tout le monde à la pédale, assis, sans même forcément attaquer, mais juste augmenter le tempo. Il n'a pas dû se mettre une seule fois en danseuse des 7 heures qu'il a dû passer sur le vélo dimanche. Sa manière de développer de la puissance assis sur sa selle montre que dans les jambes, il est déjà le plus fort. Et sur Paris-Roubaix, quand tu es le plus fort et que tu évites les mésaventures, tu gagnes. Voilà. Après, moi, je pense qu'il lui manque quand même un peu de force dans les bras et dans les mains, notamment pour pouvoir tenir sur le carrefour de l'Arbre ou les gros secteurs pavés que tu auras dimanche. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas ultra favori, notamment s'il participait dimanche. Mais je pense que quand tu es Tadej Pogacar à l'instant T, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple de contrôler une course avec la force qu'il a, comme Paris-Roubaix, plutôt que de lancer encore une fois une pièce en l'air sur le Poggio à Milan-San Remo. Alors, est-ce qu'il pourrait attaquer de plus loin? Est-ce qu'il pourrait mettre des choses directement sur les capis ou sur la Cipressa? Moi, j'y crois de moins en moins parce que s'il y a bien encore capable de tenter des choses de là, c'est lui. Et en 2 ans, il ne l'a pas fait. Donc on verra. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, et je ne sais pas ce qu'en pense le chat, je pense que tu peux être un petit sondage d'ailleurs, Joseph, pour leur demander. Ouais. Mais je pense que Pogacar a plus de chance. Enfin, plus de chance, non, c'est pas une question de chance. Mais je pense au niveau de ses capacités, je trouve que ce serait plus simple pour lui de gagner Paris-Roubaix. Parce qu'après, de la chance, on en parle. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'il va gagner Paris-Roubaix avant Milan-San Remo. Mais de la chance, il en faut sur Milan-San Remo. Pour l'instant, il n'en a pas eu. Mais
c'est pas impossible que l'année prochaine, il le plie dès le pied du Poggio ou même plus loin. Donc voilà, ce sera intéressant. Moi, je pense quand même qu'à l'instant T, au vu de ses capacités, tu as plus de chances de gagner Paris-Roubaix. Et alors, du coup, je mets le petit sondage, évidemment. Juste pour aller, parce que je suis un honnête homme, je regardais là les poids des mecs qui ont gagné sur Roubaix. Et le mec le plus léger, c'est Marc Madio. Il avait gagné, il faisait un peu environ 68 kilos. Tu vois. Ouais, c'est Et Knaven aussi en 2001, je lisais aussi parce que je m'étais intéressé à la question. Pareil, il faisait autour de 68 kilos. Voilà, bah lui, il en fait 66. Hein, il prend 2 en fait kilos de 66. muscle, notamment dans les bras, parce que dans les jambes, il a besoin de rien. Et qu'il a gagné Roubaix, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Alors, Quand on la voit ce question, qu'il c'est fait, quoi, Polo? c'est pas Laquelle impossible. sera la plus dure à gagner? Bah, laquelle des deux, laquelle des deux sera la plus dure à gagner? Ouais, c'est la bonne question. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, parce que c'est quand même hyper intéressant. J'ai Oh l'impression. putain, lequel des deux avec une énorme faute d'orthographe? Lequel? J'ai écrit n'importe quoi. C'est pas grave, on vote quand même, Oui, hein. On fait comme ils si vont ça comprendre. n'existait pas. Enfin, j'espère qu'ils vont comprendre, nos amis du chat. Lequel sera le plus dur à gagner? Lequel? L-E-Q-U-E-L, D-U-R-E pour dur. Les amis, en dictée aujourd'hui, j'ai déjà fait 3 énormes fautes sur même pas une phrase qu'il y a dans le setup. Il y a Très bien. Bernardino qui l'a gagné aussi, mais tu vois, Bernardino fait partie de cette catégorie de coureurs, même si pour moi, il était quand même un peu plus lourd. Bernardino fait Ah, c'est partie de partagé. cette catégorie de coureurs qui peut tout gagner, qui a tout gagné, mis à part Ouais. le Tour des Flandres, mais c'est une autre affaire. Tu ne peux pas gagner une course auquel tu ne participes pas. Mais voilà, Pogacar fait partie de ces coureurs-là. C'est de la trempe d'un Merckx, d'un Hinault. Voilà. Et dans la liste, ils ne sont pas plus, pour moi, dans l'histoire, pour l'instant, de ce qu'on voit. Alors, on est loin de leur palmarès encore, mais Pogacar n'a que 24 ans, donc Oh ce non, sera intéressant. égalité. Mais, Je dois- mais pourquoi tu l'as oh, mis 2 secondes aussi? ouais, 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 on le refait. On le Il y refait. a égalité, c'est incroyable. Mais ça m'étonne pas, parce que, comme les gars le disent très bien dans le chat, tu Nouveau as, sondage. les capacités de Pogacar intrinsèques, qui sont pour moi, lui permettent pour moi de gagner les deux monuments. Et tu as aussi le facteur Allez, c'est chance, qui est parti. très important, Sondage. qui est pour moi dans ces deux monuments, c'est les deux monuments où le facteur chance est le plus important, pour diverses raisons. Pour le scénario de course à Milan-San Remo, et pour la manière dont on évite les chutes et les crevaisons sur Paris-Roubaix. Demandez à Wout van Aert sur Paris-Roubaix le calvaire qu'il vit depuis quelques années. Il pourra vous en parler. Alors que Wout van Aert a gagné Milan-San Remo. Enfin, tu vois, Ouais. alors que pour moi, Wout van Aert a plus les capacités pour gagner, pour gagner Paris-Roubaix plutôt que Milan-San Remo. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant et que cette question est intéressante parce qu'elle est vraiment pas Ouais. facile à répondre. Du coup, il y a un truc hyper intéressant aussi. Laquelle sera la plus dure à gagner? Donc, moi, je sais pourquoi je vote. Je mets Paris-Roubaix. Mais Alex Lelac, juste pour terminer là-dessus, tu dis arrêtons de douter de lui. Mais ce qui est fou, en tout cas dans ce qu'on dit avec Polo, moi j'ai l'impression, Paul, tu me dis si je me trompe, que tu dis qu'il est en capacité en fait de gagner les deux. Mais là, la question qu'on se pose, c'est laquelle est la plus dure à gagner pour lui. Mais tu vois, au début, tu disais il y a est-ce qu'il va, est-ce qu'il peut? Moi, c'est très clair dans mon esprit, c'est qu'il va gagner les 5. J'en suis persuadé. Le mec, il a 24 ans. Il a encore, bon, si on part sur le théorème de Valverde, 22 ans de carrière. Non, mais il a encore 10 ans au top. Franchement, il va le faire. Moi, Il va gagner les 5 monuments. On avait fait cette émission il y a un an, Paul. On se disait, on avait pris Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, Alaphilippe, et on avait ajouté des mecs comme Mohoric et d'autres. On s'était dit, à chaque fois, il y a un truc qui cloche. En un an, moi, il m'a retourné le cerveau, ce mec. Quand je l'ai ouais. vu ce week-end, je me suis dit, Mais on il a avait 8 parlé de ans. Pogacar. On avait parlé de Pogacar, mais Oui, on d'un l'avait évoqué. Pogacar qui n'avait pas encore gagné une Flandrienne déjà, et de Pogacar qui, même à l'époque, n'avait peut-être pas gagné Liège. Je me souviens plus à l'époque où on l'avait fait. Mais Il avait si, il avait pas... dû gagner Liège. Il Bah avait ouais, dû je pense gagner qu'on l'avait Liège. fait après Liège, justement. Ouais, mais il avait dû gagner. Mais tu vois, oui, il va le faire. J'ai envie de te dire qu'il va le faire parce que il y a deux raisons. Et la première, on vient d'en parler pendant 15 minutes, c'est qu'il a le profil pour gagner les deux. Le profil pour gagner Milan-San Remo, on n'en doutait pas. Ça correspond à ses caractéristiques. Le fait est que ces caractéristiques, en fait, ne se limitent pas à ça.
il a les caractéristiques d'un coureur capable de mettre une branlée au meilleur coureur du monde sur le Tour des Flandres, peut-être au meilleur Flandrien depuis 10 bonnes années, je pense. Quand on voit Van Aert et Van Der Poel, on peut se demander, en plus, c'est ça, parce qu'en plus, il le fait avec une concurrence assez énorme. C'est rajouté aussi au palmarès de Pogacar. Donc oui, moi je pense qu'il va le gagner parce qu'il a il a le profil pour le faire. Il a le talent et en plus, il est parfaitement en ordre de marche par rapport à son plan de carrière. Il a 24 ans, il a déjà gagné le Tour de France, il a déjà gagné des grands tours, il a déjà gagné beaucoup de monuments. Et par la force des choses, ça va devenir son objectif ultime. Quand tu vois que des mecs comme Philippe Gilbert, malgré des transformations de profil, n'ont pas réussi à le faire, tu te dis, tu te dis, putain, c'est quand même compliqué, mais avec Pogacar, tu as l'impression que tout est simple. Et c'est ça C'est vrai. aussi. Et dans le chat, on le faisait remarquer tout à l'heure. Il y a aussi une impression de facilité que laisse Pogacar sur 80%, 90% des courses auxquelles il participe, qui est assez impressionnante. Donc voilà, mais encore une fois, je te dis, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, il y a ce facteur chance qu'il faudra prendre en compte. Et on sait, moi je pense à Sagan, là rapidement, je pense à Sagan à Milan-San Remo. Je pense à Wout van Aert sur les Flandriennes et notamment sur Roubaix. Des coureurs qui étaient construits, matrixés pour gagner ce genre de course et qui ne l'ont pas fait aussi. Donc voilà, Pogacar va le faire, je l'espère. Je ne crois pas qu'il grille les occasions qu'il a déjà eues, notamment sur Milan-San Remo. Ouais, effectivement. Il y en a qui parlent de Remco, on en reparlera. Et d'ailleurs, il y a un duel Remco-Pogacar sur Liège le 23 avril, les amis. On prend date, hein. Ça va être, Quand ça va tu être vois monstrueux. ce que les deux derniers ont fait sur les sur les 3 dernières courses, oui, ça donne envie de les voir l'un contre l'autre. Ouais, effectivement. Un mot quand même, Polo, alors, bah, du coup, on peut passer au dossard rouge parce que potentiellement, on peut le mentionner. Qui est-ce que tu mets en dossard rouge de ton côté? En dossard rouge, je voulais mettre Van Aert, défaut de trouver mieux ou autre chose, mais Ok. je vais élargir à la Jumbo-Visma. Je vais élargir Ah non, dossard rouge, pardon, excuse-moi, je confonds avec la voiture Ah, balai. j'allais Autant rien pour dire moi. parce que la semaine dernière, Polo, Robin, il m'a mis une équipe en voiture Autant balai pour et moi. il y a eu débat. Autant Et je pour me moi, suis non dit, mais. tiens, c'est étonnant de mettre Van Aert dossard rouge, mais Non, non, pourquoi non, pas? pardon, C'est la pardon. voiture balai. Ok, j'ai compris. Les On t'a dossards rouges, il y en dévoilé. a deux. Dossard rouge, il y en a Dossard deux. rouge, c'est qui? J'en ai Vas-y. choisi deux parce que Robin n'est pas là. Et je pense que les deux sont faciles à deviner. Là, je les vois dans le chat. Le premier, c'est Mats Pedersen. Mats Pedersen qui fait une course magnifique, qui refait podium sur le Ronde après sa magnifique épopée derrière Niki Terpstra en 2018. J'ai adoré la course de Mats Pedersen parce que il est fort. Il est fort. Il est fort parce que quand ça sort en haut du Molenberg, il n'est pas tout de suite dans le bon coup. Quand le gros groupe part, lui, il fait l'effort seul. Non, il fait l'effort avec Vermersch, si j'ai bon souvenir. Mais il fait dans le vent tout seul. Il fait l'effort pour revenir sur le groupe. Et la manière dont il attaque juste avant le Kreuzberg et le numéro qu'il fait derrière face à des extraterrestres, là aussi, c'est pour ça que je parlais d'humiliation tout à l'heure, c'est que qu'est-ce que tu veux faire face à. Je prends souvent cet exemple du Seigneur des Anneaux, les deux tours. C'est la phase de Théoden à la fin. Ça va parler aux gens du chat parce que, comme toi, Joseph, hein, ils sont des gros assidus du Seigneur des Anneaux. Mais quand Théoden dit autant de morts, mais que peuvent faire les humains face à tant de haine? C'est un peu ça, tu vois. Mads Pedersen, c'était ça. Il était trop fort, mais que peuvent faire, les humains normaux face à tant de haine et de rage de la victoire qu'on avait derrière avec Pogacar? La course de Pedersen, elle est magnifique. Je pense qu'il fait cette course-là il y a 6 ans, 7 ans, il la gagne. Voilà, là, le problème, c'est que là, il finit troisième. Donc, mais un beau podium, c'est mérité. Ça vient récompenser sa belle course. Et du coup, je suis content pour lui. Ouais. Alors, j'aime beaucoup le choix de Pedersen, Paul. Simplement, moi, je vais en mettre un autre. Je vais parler d'un coureur que j'attendais pas du tout depuis ce début de saison au niveau auquel il est. Je vais mettre Nathan Powless, qui fait donc cinquième
de ce Tour des Flandres. Bon, Nelson Poles, c'est pas un inconnu, hein. Il avait gagné la Classica San Sebastian il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans ou Ouais, 3 ans. Classica 2 Sébastien, et ans. en plus, il fait cinquième des mondiaux, il fait cinquième des mondiaux dans la foulée, hein, si je dis pas de Ouais. bêtises. Je vais vérifier pendant que tu Donc parles. franchement, moi je suis assez étonné. Il fait troisième d'à travers la Flandre, il fait septième de Milan-San Remo, il est sixième de Paris-Nice, il gagne sur le Grand Prix La Marseillaise. La polyvalence de ce mec-là, elle m'impressionne. Et puis il a surtout eu une course qui était pas facile. Alors il attaque à 100 km de l'arrivée en costaud. Il a perdu son compteur. En fait, c'est ça que j'ai appris après la course. C'est que je le Ouais. trouvais fort, mais c'est que j'ai appris après la course, dans un super article de Rouleur qui raconte sa course, qu'il a perdu son compteur franchement assez tôt. Et en fait, il a vraiment couru à l'instinct. Alors en ayant des petites infos par-ci par-là à l'oreillette et par ses directeurs sportifs, mais quand même, il voulait vraiment courir à l'instant. Enfin, il n'a pas eu le choix, mais au final, il l'a fait. Et faire ce résultat-là, cinquième d'une course aussi difficile, voilà, en ayant eu en plus un début de carrière qui était. Il a eu un gros changement, hein. Il est parti de la jumbo, et des mecs qui partent de la jumbo et qui redeviennent forts, bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, je mets Nelson Powless. Après, je comprends très bien Mats Pedersen. Et tu en avais un deuxième, Paul? C'était Nelson Poles. Ah bah, Nelson nickel. Poles, pour toutes les raisons que tu as dites, Joseph, il fait un début de saison incroyable. Tu te demandes maintenant, dans sa manière d'évoluer, quelles sont ses qualités, tellement il en a. La Mais manière dont ça, il c'est une court vraie hier, question, hein. la manière. Moi, Non, je mais suis bien sûr, chaud ça sera pour intéressant parce classique, que, classique tour d'une semaine. Point. ouais, Tu vois, qu'il n'aille pas c'est ça. chercher. C'est pas Mais mal, non? quand tu vois, et les gars dans le chat l'ont très bien signifié, mais quand tu vois comment il est à l'aise sur les Flandriennes, comment il a été à l'aise sur les pavés l'an dernier, sur l'étape qui arrive à Rambert, tu dis que ce gars-là sait tout faire. Quand tu le vois œuvrer sur Paris-Nice, mais en fait, ce qui m'inquiète, parce que j'ai pas de choses négatives à dire sur lui, bien au contraire, il n'y a que du positif, et encore la course qu'il nous fait dimanche est extraordinaire. Sondage. La question, c'est de savoir, quel type de coureur il doit devenir. Et j'ai envie de te dire, ce qu'il a à choisir. Quand on voit un mec comme Pogacar qui fait Je veux exactement tout qu'ils ce que fait choisissent Paulès. entre. C'est les grands tours, moi, qui me gênent un peu. Tu vois, pour devenir un grand Ah, bien classique man, il sûr. a quand même 26 ans. Je me dis, Oui, il doit oui, non, choisir mais au grand tour ou classique, tu vois. non, non, il ne faut pas qu'il choisisse grand tour. Je pense que, comme tu dis, Voilà. des belles courses d'une semaine, et puis il a prouvé. Il a déjà prouvé sur les classiques. Et puis au-delà de ça, quand on voit un Pogacar qui fait tout comme Paulès, mais en 3 fois mieux, tu dis que finalement, tu n'as pas forcément besoin de te mettre dans des cases automatiquement. Dès que tu fais un. Tu vois, mettre Mats Pedersen dans la case Classic Man après sa deuxième place en 2018, alors qu'en fait, c'est aussi un excellent sprinter et un coureur capable de faire beaucoup d'autres choses. On l'a vu sur le Tour de France l'an dernier. Enfin voilà, on est dans une génération où des coureurs ne sont plus des sprinters ou des Flandriens ou des Ardennais ou des coureurs de course par étapes. Tu vois, c'est des choses qui veulent plus dire grand-chose finalement quand on voit ce type de coureur. Et du coup, c'est hyper rafraîchissant. Et Paulès, à l'image de Pogacar aussi, sont des coureurs hyper rafraîchissants parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec eux. Et c'est hyper cool dessus, ces coureurs. Ouais. Et d'ailleurs, donc là, Pedersen est en train de gagner le sondage. Juste pour redire aussi que c'est assez cool, tu vois, les Paulès, les Pedersen, auxquels on peut ajouter Stephen Kung, Asgreen, Fred Wright, Matteo Jorgensen, dont on a parlé la Jorgensen, semaine on dernière. t'en a déjà parlé, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas cité. Ouais, On l'a voilà, déjà on mis l'a en pas mis dossard cette fois, rouge. mais là Ouais. aussi, hein, lui, il est impressionnant. Il a 23 piges, comme Fred Wright. Il a 23 ans, hein, Fred Wright. On a l'impression là que depuis 2 ans, il est hyper régulier, mais enfin, il est hyper régulier, mais on a l'impression que du coup, comme il est régulier, on n'en parle plus. Mais c'est impressionnant ce qu'il fait aussi. Mais c'est tout un pôle de coureurs qui a tenté d'anticiper pour participer à la course et pas juste se faire lâcher par les 3 monstres. Et donc, bravo à eux d'avoir fait la course. Et c'est Mats Pedersen qui fait podium, que vous choisissez comme dossard rouge. Et franchement, c'est logique. Voilà, on n'a pas mentionné Van Der Poel, mais je trouve que Van Der Poel, en fait, alors, il a eu quand même beaucoup, beaucoup de phases Ah, dans la course tu polo. peux, tu peux pas citer Van Der Poel. Je vois ce que tu veux dire globalement,
mais Van Der Poel Non, non, sort mais moi, de deux victoires. je dis qu'il n'a pas à être là, justement, Ah parce oui, que je trouve d'accord, qu'il ok. il y a eu beaucoup de moments où il était ou mal placé, ou alors il n'a pas eu de chance. Tu vois, Oui, au j'ai début, fait. au début, avec la DSM, l'histoire de la DSM, il est pas bien placé. Ouais. Quand Pogacar attaque, il est pas bien placé. Il a été dans le dur beaucoup de fois, mais par contre, il a été offensif. Et son attaque permet de lâcher Wout van Aert et de lui assurer de jouer l'une des deux premières places. Ouais. Mais je Donc, me il demande, a fait ce qu'il a pu, mais tu peux pas le mettre en dossard rouge, ni même c'est ça, en maillot jaune ou quoi, parce qu'on parle d'un mec qui n'a pas gagné le Tour des Flandres, alors qu'il vient de le gagner 2 fois. c'est ça. Et que quelques jours plus tôt, il était au même niveau que Pogacar, bon, au même niveau, j'exagère peut-être un peu, sur le Grand Prix E3. Donc écoute, il a fait une magnifique course, hein, Van Der Poel, Et il a mais on lâché en pouvait fait rien, pas mal on pouvait rien d'énergie faire d'autre. un peu partout, tu vois. Au début, quand il est pris dans la bordure, il doit faire bosser Dillier et Kraf Andersen. Il prend jusqu'à 45 secondes de retard. Ensuite, il Mm. prend un écart sur la première axelle de Pogacar et il doit faire un énorme effort. Après, quand il a le problème dans le Kreuzberg, là aussi, il a un problème technique. Bon, là, c'est pas de sa faute. Ouais. Voilà, le saut de chaîne dont tu parles, Pamplemousse. Là aussi, il perd pas mal d'énergie. Bon, et c'est tout ça qui a fait que bon bah il a pas pu suivre, mais il a lâché pas mal d'énergie, donc il fait une belle course, mais il y a entre le manque de chance et aussi peut-être un peu de manque de placement au moment de la première axelle de Pogacar, mais voilà. Oui, bah, il y a Voilà. un peu de tout, et forcément, tu vois, friser la correctionnelle sur des problèmes de placement tactique et mécanique, ça te sort peut-être aussi un peu de ta course dans la tête. Mais bon, là, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, dimanche dernier, j'ai peur que quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas changé grand-chose au résultat final. Ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Dans la voiture balai, qui est-ce que tu mets? Moi, j'ai un petit coureur à mettre, mais Moi, tu l'as évoqué tout à l'heure. je les mets, je les mets tous dedans. Je mets la Jumbo-Visma. Et je ne vais pas tomber encore une fois sur Wout van Aert, qui, je le répète dans cette émission depuis maintenant 2 ans, 3 ans, etc. Attention, Wout van Aert, le temps passe. Et on est encore sur une année où il ne gagnera pas le Tour des Flandres. Il lui reste Paris-Roubaix, qui, à mon avis, au vu de l'adversité et du profil, lui convient finalement peut-être mieux. Mais voilà, je mets dans la voiture Valais Wout van Aert et de manière plus globale cette équipe Jumbo-Visma qu'on annonçait comme une équipe All-Star, pour reprendre un terme américain, qui gagne tout, qui gagne Gand-Wevelgem, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le Grand Prix E3, le Newsblatt, qui fait mainmise, que ce soit dans les faits, sur le fond et sur la forme, sur toutes ces courses-là, et qui n'a pas existé sur ce Tour des Flandres, qui n'a pas existé. Alors la faute à un Pogacar stratosphérique, mais, euh, mais le fait de voir Van Hooijdonk dans le bon coup plutôt qu'un Laporte ou un Tish Benoot, euh, du coup, bah, Tish Benoot n'existe pas dans cette course. Laporte fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas exister face à Van Aert et face à Van Der Poel et Pogacar. Derrière, Van Aert est lâché. Bon, là, il paraît qu'il a dit à Nathan Van Hooijdonk de ne pas l'attendre parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les jambes et que peut-être que Van Hooijdonk qui reste devant, c'était peut-être la meilleure carte à jouer. Van Hooijdonk, qui est un coureur extraordinaire de talent que j'adore, mais qui n'avait rien à faire là à ce niveau de la course. Son travail avant Hooijdonk, il était avant. Ça a été un Benoît, c'était un Laporte qu'on voulait voir à ce moment-là de la course. Et c'est des coureurs qui ont subi plus qu'ils ont été acteurs. Le moment où Laporte attaque pour rejoindre Pogacar juste avant que le groupe revienne, je ne comprends pas ce move. Christophe Laporte était à la limite sur le deuxième passage du Vieux-Quarmont. Sur le haut, tu sors pour rejoindre Pogacar. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu vas faire? Pogacar, il s'en fout, il vient de le prouver. 1 kilomètre plus tôt, il s'en fout d'avoir quelqu'un sur le porte-bagages parce qu'il sait qu'il va le lâcher. Et toi, tu vas pas lui donner des relais parce que tu as ton leader derrière. Je n'ai pas compris beaucoup de choses de la stratégie de la Jumbo-Visma, qui certes ne pouvait peut-être pas faire grand-chose de plus, et sans trop tomber sur Wout van Aert qui avait finalement pas les jambes, hein, et je pense que face à Van Aert et Van Der Poel, ça commence à se voir sur ce type de parcours depuis maintenant quelques mois et quelques années. Voilà, c'est l'équipe Jumbo-Visma qui, pour moi, collectivement, avait peut-être d'autres choses à mettre en place pour essayer d'enquiquiner
Pogacar et Van Der Poel. Je suis un peu déçu. Rouler quand Pogacar a été retardé à 200 km de l'arrivée. Quelques messages dans le chat. Denis, tu dis Van Aert est systématiquement dominé par Van Der Poel sur ce type de course. J'en ai vu un qui était Moise. Voilà, tu dis je suis désolé, vous ne pouvez pas les mettre dans la voiture balai, surtout que de base, on ne part que sur le rond d'aujourd'hui et il y a bien pire. Alors, je ne sais pas qui a bien pire parce que j'ai regardé. Ça dépend des objectifs après. Hein. L'objectif, c'était de gagner avec la meilleure équipe, peut-être la meilleure équipe du monde sur les classiques. Hein. C'était de gagner la course. Hein. Mais par exemple, juste pour vous dire, Van Hooijdonk, il s'est proposé pour se décrocher quand Van Aert a été dans le dur. Et Van Aert a dit non, il n'y a pas besoin. Genre, tu ne me serviras à rien. Quoi. Et après, Alaphilippe, oui, Alaphilippe, on peut en parler. Il est décevant. Heureusement qu'Asgreen, pour la Soudal, fait un peu la course et monte le maillot. Parce que sinon, c'est vraiment très décevant. Ineos, Pidcock était là au début. Il a complètement disparu. Après, je ne sais pas. Il a pris une commotion. Mais est-ce qu'une commotion, ça a vraiment coupé Pitcock je sais pas, il a continué à rouler. Pitcock est au niveau de la porte. Quand la course se joue, tu as les trois devant. Tu as les trois devant et derrière, tu as Pitcock et Laporte qui sont aussi à leur niveau sur ce type de course. Après, il a vraiment lâché, Pitcock. Oui, après, ils ont lâché. J'en mets un autre, Polo, quand même, pour proposer autre chose que Van Aert pour ceux qui veulent. Il n'y en a pas un vrai nom qui me vient à l'esprit très clair, mais un choix un peu... parce que quand même, je voulais les sanctionner. Je vais mettre Degenkolb. Parce que Degenkolb fait une je ne sais plus combien il termine, Degenkolb. Il termine... bon, je ne sais même plus, tellement il termine loin. Vous allez me le dire dans le chat. Voilà. Alors moi, je ne mets pas la DSM parce que j'aime bien vraiment choisir un coureur. C'est lui le leader de la DSM. Alors déjà, la DSM, on peut la mettre. Ils font un début de saison cataclysmique. Vraiment, je crois que c'est l'avant-dernière équipe en ce moment au ranking au point UCI. Déjà, il y a ça, il fait 18 ou 19. Et surtout, ce qu'ils ont fait pour créer la cassure dans le mont, pas le plus facile à prononcer. Peut-être qu'ils voulaient nous tester. Le Kortcut Fair. Je ne sais plus. Surtout qu'il y a il y a Madouas qui est passé dans Bistro Vélo qui a très bien expliqué. Il y a un énorme vent de face juste après. Donc, ça ne servait à rien du tout. Donc, faire ça, pour ceux qui n'ont pas vu, donc je lance un sondage juste. Je mets donc qui dans la voiture balai, Van Aert et Jumbo ou Degenkolb et la DSM. Et je vous montre du coup ce que la DSM a fait. Donc, en fait, ils se sont mis devant le peloton. Et à ce moment-là, Van Der Poel était à la toute fin. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas remonter. Ils sont vraiment allés à 2 à l'heure. Tu prends la course. À ce moment-là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans ma télé parce que ça va vraiment, vraiment à 2 à l'heure. Et en fait, voilà, ça se passe des fois sur les Flandriennes. Donc, Madois l'explique sur Bistro Vélo. Moi, je n'avais pas non plus vu ça à ce point-là. En fait, là, ils sont allés à l'extrême. Et d'un coup, ils réaccélèrent. Donc, Nils Sekov, qui est à gauche, c'était lui le patron un peu de ça. Mais ouais, Alex, c'était moche comme tout. Et après, du coup, ils ont mis un énorme coup d'axel qui a servi à absolument rien. Donc voilà, c'est vraiment collectif pour un résultat de merde. Donc je mets un petit Degenkolb. Et Maciejczuk, oui, Maciejczuk, il a vraiment fait une énorme connerie. Coureur de la Bahreïn qui a voulu passer par le côté et qui est tombé dans une flaque. Mais derrière, Tim Wellens, par exemple, il se prend un mois de clavicule, quoi. Ouais, donc, un bon mois. Clavicule en 4, hein, ce qu'il disait. Non, mais il a tweeté en fin de journée. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. C'est kamikaze. Il n'y a pas plus, il n'y a pas un mot qui correspond le mieux à la situation. Tu as vu regarder son vélo après, genre. C'est pas ton vélo, il bouge pas tout seul. Enfin, peut-être que si. Hein, on sait pas tout. Surtout jeune, mais bon, surtout chez la Bahreïn, on sait pas tout ce qui se passe, notamment dans les vélos. Mais c'était marrant parce que je sais pas qui a ressorti le tweet, mais ça parlait de Marc Padoun la dernière fois. Ouais, je l'ai vu. C'était assez rigolo. Écoute, pas grand-chose. Il n'a plus rien fait depuis qu'il a quitté. Pas